Je poursuis en ce qui concerne le fonctionnement, les principes de fonctionnement ainsi que les composantes faisant partie du système d'analyse par émission spectrale, le spectromètre. Donc, je devais expliquer que, bien entendu, que l'échantillon était chauffé de manière locale à sa surface grâce à un arc électrique pour inciter les atomes contenus dans l'échantillon d'émettre leur signature spectrale, donc émettre leur longueur d'onde, qui sont captées par une fibre optique. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que l'utilisation d'argon très pur est importante pour plusieurs raisons. Entre autres, permettre l'amorce et le désamorçage de l'arc électrique. Donc, c'est un principe d'excitation par étincelage, c'est-à-dire que l'arc, le système électrique du spectromètre, fait varier la tension qui est appliquée entre l'intérieur de la chambre et le bout de l'électrode de tungstène. Le courant est toujours dirigé vers l'échantillon. Les électrons, donc les ions et les électrons bombardent l'échantillon. L'électrode demeure toujours froide. Ça fait en sorte que les atomes, la couche d'atomes qui est au départ à la surface d'échantillon, est bombardée et ionisée et arrachée de l'échantillon et amenée dans l'arc électrique. Donc, et c'est en étant dans l'arc électrique, en flottant tellement dans l'arc électrique et en participant même à, à l'existence de l'arc électrique que les différents métaux contenus dans l'échantillon, les éléments d'alliage, aussi le métal de base, flottent dans l'arc à l'état ionisé et c'est ainsi que on obtient les le phénomène de saut de couche électronique des différents électrons et à peu près toutes les longueurs d'onde possibles de l'élément sont alors possibles, donc émises par l'échantillon et chaque atome émet euh, une intensité de lumière propre à sa propre signature spectrale que je vais vous montrer tout à l'heure avec une animation là, pour les différents éléments, les signatures spectrales de différents éléments à l'aide d'un vidéo interactif. Donc c'est le principe même, c'est à la base même du principe d'analyse spectrale. Donc on chauffe, on excite les atomes pour les forcer à émettre leur signature de lumière, reconnaissable par d'autres composantes dans l'appareil. Et tout dépendant de l'intensité, tout dépendant de la concentration de l'élément, l'intensité de la signature spectrale va être aussi va être plus ou moins importante et mesurée dans le spectromètre pour en arriver à la toute fin à obtenir une information de concentration massique. Donc, avant de poursuivre plus loin, je vais vous montrer justement une vidéo interactif que j'ai trouvé sur un site internet donc je vais vous donner aussi le lien dans le Léa parce qu'il y a quelques petites choses très intéressantes là-dedans. Entre autres, celle-ci. Donc, c'est une animation, donc je vais simplement faire ça ici comme ça. Bon. Donc, il y a deux choses dans l'animation en même temps. Il y a le phénomène d'émission et d'absorption. Donc, je vais commencer par illustrer le phénomène d'émission parce que c'est ce qui est exploité dans le spectromètre à émission optique. Donc, le principe, c'est tout simplement de disposer d'un tube sous vide. On peut vaporiser un des éléments du tableau périodique. Donc, de manière à exciter et ioniser les atomes. Et la lumière émise par les éléments dans le tube vont se diriger vers un réseau, une fente primaire pour faire l'effet de diffraction. Ouvrir la lumière, elle va se diverger vers une lentille pour être focalisée de manière parallèle. Et là, il y a un réseau de diffraction. Ici, un panneau constitué de plusieurs fentes pour faire le phénomène d'interférence que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça va permettre
séparer les différentes longueurs d'onde, leur donner des positions différentes sur un écran, qui est à droite ici. Et puis, dans la zone noire, c'est l'écran. Donc, c'est ce qu'on va voir au niveau des bandes d'absorption. Je commence par l'hydrogène parce que ça fait immédiatement un lien avec une des activités de laboratoire que vous avez à faire. Justement, donc, ce que je vous montre dans l'animation, c'est à peu près, ben, c'est à peu près, oui, c'est exactement ce que vous allez faire en laboratoire. Mais presque, là, à quelques petites différences près. Entre autres, vous allez disposer d'une lampe à hydrogène, une lampe sous vide dans laquelle il y a des ions hydrogène. Et puis, on va diriger une lumière. Donc, on va allumer la lampe, elle va émettre sa raie spectrale qu'on va pouvoir détecter à travers un goniomètre. Donc, je vous montre l'hydrogène. On va choisir l'hydrogène, puis là, je vais allumer la lampe. Pouf! Et voilà. Donc, si on regardait sur un écran, mais vous, dans l'expérience que vous allez faire, c'est pas un écran que vous allez avoir, c'est une lentille. Vous allez diriger l'angle de la lentille pour aller observer à tour de rôle chacune des raies que vous voyez ici. Donc, voilà, c'est ce qu'on voit. Si on identifie les longueurs d'onde, vous en voyez ici, si on commence à identifier la rouge, parce que l'hydrogène, ben, justement, lui, il émet, entre autres, comme longueur d'onde, un saut d'électrons qui va correspondre entre la deuxième et la première couche, qui est une énergie quand même pas très élevée, ce qui va donner une longueur d'onde d'environ 658-657 nanomètres, correspondant à un saut d'un électron d'un niveau d'énergie à l'autre. Et puis, plus loin, pour des longueurs d'onde plus courtes, on est en mesure de voir une couleur turquoise pour l'œil, 486 nanomètres. Et un peu plus loin, dans le violet, notre œil est encore capable de percevoir à 433 nanomètres, un petit peu plus loin 408. Et là, on est à la limite de ce que l'œil est capable de percevoir. Ici, on est en mesure d'en voir un autre, ici à 399 nanomètres. Donc, la limite de détection de l'œil est autour de 395-400 nanomètres. Donc là, après ça, là, c'est difficile. On voit plus les raies. Mais il y en a d'autres. On tombe dans le UV ici. Mais notre œil ne les voit pas. Je vais seulement diminuer un petit peu mon intensité ici. Voilà, ça c'est pour l'hydrogène. Si on va voir, vous allez avoir aussi une lampe au néon. Donc, je sélectionne le néon et voilà, ça c'est le néon. Vous êtes en mesure de voir que il y a beaucoup plus de raies. Si je fais un grossissement de l'écran ici, donc énormément de raies spectrales, plusieurs combinaisons possibles avec le néon qui est un atome beaucoup plus gros que l'hydrogène. C'est ce qui explique plus de il y a plus d'électrons, il y a plus de niveaux d'énergie, donc les combinaisons sont beaucoup plus nombreuses. C'est ce qui explique la quantité très grande euh, des, euh, des raies spectrales qu'on peut voir ici. Vous savez qu'on utilise justement le néon comme gaz pour fabriquer des lampes incandescentes pour l'éclairage des locaux. Donc, ça donne une lumière quand même qui est assez blanche. Et on voit l'explication ici parce qu'il y a toutes les longueurs d'onde que notre œil est capable de percevoir là, sont bien représentées presque également. Donc, beaucoup de raies dans le violet, un petit peu dans le bleu, un petit peu moins dans le vert, dans le jaune, dans le rouge. Donc, comme résultat, pour notre œil, c'est une lumière quand même qui est assez blanche. On comprend maintenant pourquoi. Il y a aussi, vous allez aussi utiliser une lampe au mercure. Donc, je sélectionne ici le mercure. Donc, c'est moins intense. Les raies, ici, il y en a sont moins nombreuses. Donc, vous allez... Non, ça c'est le magnésium, c'est pas du tout le mercure. Je me demandais aussi, je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas de raies comme ça. Donc, mercure, c'est pas Mg, là, c'est Hg. Donc, il est ici. Et voilà. Donc, ça, c'est les bandes spectrales du mercure. Donc, le mercure, qui émet dans certaines longueurs d'onde. Donc, vous savez qu'on a utilisé, on utilise encore le mercure pour fabriquer des ampoules.
Donc pourquoi encore? Mais parce que là, on a à peu près des longueurs d'onde qui sont assez bien représentées. Quelques bandes dans le rouge, dans le jaune, dans le vert. Dans le bleu, c'est presque pas représenté. Dans le violet, et il y a aussi, on le voit pas ici, mais il y a beaucoup de longueurs d'onde dans l'ultraviolet qu'on voit pas ici, mais qui sont très très nombreuses. C'est dommage parce que le système ne permet pas d'aller les voir quand même. Il nous fait montrer juste ce qui est visible à l'œil. Bon, mais il y en a énormément ici. Donc ce qui fait en sorte que au niveau pour la santé de l'œil, les UV détériorent la rétine. C'est pas un très bon choix. C'est l'une des raisons pour lesquelles on veut faire disparaître maintenant les lampes au mercure, là. Parce qu'on s'est aperçu que ça endommageait l'œil. Un peu comme les arcs de soudage, par exemple, qui émettent beaucoup dans le UV, malgré que les intensités, mais à long terme. On parle d'une exposition à long terme prolongée, là. Notre œil est détérioré par les lampes au mercure. Et en plus que le mercure, ben, il est dangereux pour l'environnement. C'est un métal très toxique, donc et oui, on a décidé d'implanter les lampes au mercure dans les années 90, fin des années 90, pour des raisons environnementales. Donc, on s'est aperçu après que c'était dangereux pour l'œil et dangereux pour l'environnement. Et voilà. Et puis ensuite, ben, vous aviez aussi, en lab de physique, il y a des lampes au sodium aussi. Ça, c'est le sodium. Maintenant, pour vous montrer ce qui se rapproche le plus avec ce qui nous concerne, l'analyse spectrale, ben, je vais vous montrer un des éléments qui est le plus important dans l'acier, le carbone. Donc, voici le carbone, qui émet dans énormément de longueurs d'onde. Et ce qu'on va avoir tendance à utiliser, c'est dans le violet, dans l'UV pour le carbone. Parce que les raies sont bon, trop rapprochées. C'est difficile d'en faire la détection. Fait qu'on choisit des UV pour le carbone, pour l'analyse. Si on regarde le silicium, qui est un autre élément important, tant dans l'aluminium que dans l'acier, c'est l'arrêt spectral, c'est ici. C'est ça, la signature spectrale, c'est-à-dire. Et puis le fer, tiens. Et voilà, le fer qui émet dans énormément de longueurs d'onde. Le nickel, le manganèse, le chrome dans l'acier, le vanadium. Donc un système spectral, il n'analysera pas toutes les longueurs d'onde. OK, on va en choisir une, ou deux, ou, dans certains cas, trois possibles. Donc on va prendre des longueurs d'onde, comme par exemple le fer. Le fer, lui, il est très dans un acier. On ne choisira pas aucune des longueurs d'onde que vous voyez ici. Ben, en tout cas, parce qu'elles sont trop intenses. Elles vont saturer parce que les atomes de fer sont très nombreux dans un acier, bien entendu. Donc, les détecteurs, il y a deux limites. Il faut que la lumière soit suffisamment intense pour commencer à détecter quelque chose, mais il ne faut pas qu'elle soit trop intense, sinon le détecteur va être saturé. Donc, il faut y aller entre les deux. Donc, le choix de la longueur d'onde est vraiment très important dans l'analyse spectrale. Là, on verra ça là, un petit peu plus tard. Il est trop tôt pour en parler spécifiquement dans cette capsule-ci, mais je vous montrerai qu'on fait des choix de longueur d'onde pour chacun des éléments qui sont en fonction des risques d'interférence et de l'intensité de la lumière aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Ah, puis il y a aussi, tant qu'à montrer quelque chose, je vais prendre comme exemple, par exemple, admettons le nickel, ou le cuivre, bon, le manganèse, le manganèse, et voilà. Ça, c'est les raies d'émission. Mais si je fais une expérience inverse, c'est-à-dire, pour le manganèse, si je fais une expérience inverse, c'est-à-dire que au lieu d'émettre de la lumière, euh, de faire exciter l'atome puis de l'inciter à émettre ses longueurs d'onde, sa signature spectrale, et de séparer les longueurs d'onde comme je viens de faire depuis tout à l'heure. Si à l'inverse, je dispose d'une source blanche de lumière, donc avec toutes les longueurs d'onde, et je la fais passer à travers un tube hermétique dans lequel il y a, par exemple, du manganèse vapeur dans le tube. Donc, ce qui va se passer, c'est que, bon, vous avez toute une lumière, toutes les longueurs d'onde, puis seules les longueurs d'onde du manganèse vont être absorbées. Donc, elles ne passeront pas à travers le tube contenant le gaz manganèse, et toutes les autres longueurs d'onde vont pouvoir passer
et on va avoir le résultat. Donc, ce que vous avez, vous allez avoir l'inverse. Observez bien la signature spectrale en émission. Mais si je fais de l'absorption, donc au lieu de faire émettre de la lumière par le manganèse, je fais absorber une lumière blanche par du manganèse. Donc, les longueurs d'onde que vous voyez ici, là, elles n'apparaîtront pas. On va voir l'inverse. On va voir apparaître toutes les autres longueurs d'onde provenant de la lumière, sauf celle que vous voyez présentement à l'écran. Donc, ça donne comme résultat celle-ci. Donc, là, si je mets combiner les deux, vous voyez que, donc on le voit bien ici, là, avec la 601 nanomètres, en émission, l'arrêt apparaît, mais pas les autres à côté. Et en absorption, mais cet trait-là n'apparaît pas sur l'écran. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments, là, elles émettent, quand on les excite, elles émettent leur propre longueur d'onde. OK? Elles ne sont pas capables d'émettre autrement que ces longueurs d'onde-là parce que la longueur d'onde est relative à l'énergie. Elle dépend du nombre de protons, du nombre d'électrons, de la, du niveau d'énergie de chacune des couches et de la différence du niveau d'énergie entre chacune des couches. Mais en même temps, les éléments, lorsqu'on leur fait passer une lumière totale, elles absorbent ces mêmes longueurs d'onde-là. Donc, de sorte que, vous voyez là, l'arrêt ne paraît pas là, dans la. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manganèse qui est dans le tube a absorbé cette longueur d'onde-là, de sorte qu'elle n'est pas passée à travers, elle n'a pas pu continuer son chemin vers l'écran. Donc, les éléments absorbent les longueurs d'onde qu'elles émettent. Donc, le phénomène d'émission et le phénomène d'absorption sont intimement liés en fonction de la structure atomique, selon la théorie quantique. Voilà. Je vais revenir au PowerPoint, continuer à voir d'autres détails concernant l'appareil d'analyse spectrale. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la disposition de trois équipements qui sont au niveau optique dans le spectromètre qui sont fondamentaux. La fente d'entrée, qui va faire un phénomène de diffraction pour étendre la lumière, qui va, elle, d'être dirigée vers le réseau de diffraction. Et puis, toutes les composantes vont être dirigées vers les détecteurs. Et tout le dispositif, comme je l'ai expliqué dans la capsule précédente, sont disposés sur un même cercle, en l'occurrence, qu'on appelle en théorie le cercle de Rowland. Le réseau de diffraction, c'est un réseau miroir. J'en ai commencé à en parler dans la capsule précédente aussi. Donc, là, je me souviens plus ce que j'ai mis, mon petite image concernant ça. En tout cas, c'est pas grave. Ok, ouais, ici. Bon, je vais montrer cette image-là. J'avais terminé la capsule avec cette image-là. Donc, c'est un réseau miroir avec des facettes réfléchissantes. Donc, lorsqu'on fait des raies sur un miroir, si on observe de très près ce que ça donne comme résultat, ça va donner quelque chose de semblable. Donc, la lumière, quand elle arrive, avec un certain angle d'incidence, donc la lumière en bleu turquoise, une lumière totale, qui arrive avec un certain angle, ben, il y a vous voyez que le chemin de parcours, si on s'imagine, j'aurais peut-être pu la dessiner sur l'image, là, mais imaginez la, la lumière bleue qui arrive sur l'autre facette à côté. Donc, bien entendu, cette lumière-là va réfléchir. OK? Mais c'est pas une réflexion. Tout à fait. Ben oui, il y a une réflexion qui est impliquée, mais remarquez que la lumière mauve, c'est le résultat de ce qui sort. OK. Donc, tout dépendant à quel endroit, parce que là, l'image l'explique mal, mais il faut comprendre que la ligne bleue, la flèche bleu turquoise, elle arrive avec une certaine largeur. OK? Et vous voyez qu'elle arrive avec un angle. Elle n'arrive pas à angle droit sur la facette. Donc, ce qui arrive, c'est que si on considère une lumière totale, on a toutes les longueurs d'onde là, qui sont étendues, qui arrivent sur toute la surface, ben, il y a une longueur d'onde, mettons la bleue pâle. La partie de la longueur d'onde bleu pâle qui arrive ici, c'est à ce point-là, par exemple, on a pris le point central sur la facette. Donc, et là, on l'a dessiné en mauve ici. Là. Mais cette longueur d'onde-là, quand elle va rebondir, elle va pouvoir s'interférer de manière constructive parce que
elle va prendre une direction différente parce que faut comprendre que tout ça va se passer sur toutes les autres facettes. Et on crée, et c'est ça qui est important, on crée donc, en faisant réfléchir ces différentes facettes, on crée des parcours différents après réflexion. Donc, un peu comme je vous ai expliqué avec les panneaux de fente, où là, dans certaines directions, on crée des parcours différents, de sorte qu'il y a une différence de marche, et puis que deux ondes, une onde qui arrive, qui sort de chacune de ces fentes, dans une direction donnée, elles vont converger, mais il y a deux longueurs d'onde qui vont s'interférer de manière constructive uniquement dans cette direction-là. C'est ça qu'on recrée ici, mais pas avec, on ne recrée pas ça avec un panneau de fente, donc avec on ne recrée pas ça en faisant traverser la lumière à travers une fente. On recrée le même principe, mais en faisant des réflexions sur des facettes à un certain angle donné qui vont créer eux aussi des différences de marche et que dans certaines directions, dans une direction donnée, il y a seulement une longueur d'onde qui va pouvoir s'interférer de manière constructive dans une direction donnée. Donc on va obtenir le même résultat qu'avec un panneau à travers lequel je fais passer une lumière qui sort à la sortie du panneau. Ici, on fait le même phénomène, mais en ne faisant pas passer une lumière à travers un panneau, en faisant réfléchir la lumière sur un miroir gravé. Ça donne le même phénomène d'interférence. Mais pourquoi que, je l'avais mentionné à la capsule précédente, pourquoi qu'on n'utilise pas un panneau de fente? Parce qu'on a vu que dans une capsule précédente, que plus les fentes sont rapprochées, plus le système nous permet de la résolution. Plus le nombre de fentes est important dans une longueur donnée, ça veut donc dire plus de fentes, donc forcément plus rapprochées les unes des autres, ça fait en sorte que, en même temps, les franges lumineuses sur un écran ou sur une série de détecteurs, les franges s'éloignent les unes des autres et s'amincissent. Et c'est ça qui est important dans les spectrales. Il faut que les franges soient les plus minces possibles et les plus loin des autres possibles pour pouvoir faire en sorte que la série de détecteurs puisse reconnaître et distinguer les longueurs d'onde très proches qui peuvent provenir de deux éléments. Il ne faut pas, qu'autrement dit, que deux longueurs d'onde qui sont très très semblables, mais qui proviennent de deux éléments. Imaginez une longueur d'onde qui provient du chrome puis une autre du nickel. Si on veut faire la distinction entre les deux, il faut que les deux longueurs d'onde puissent suffisamment être séparées et ne pas s'embarquer l'une sur l'autre lorsqu'arrivées sur un détecteur, de façon à ce que les deux longueurs d'onde n'arrivent pas sur le même détecteur puis que le système pense que c'est une seule longueur d'onde qui arrive dessus. Et là, on crée une erreur de mesure. Parce que là, les deux longueurs d'onde provenant de deux éléments, ils vont s'additionner. Donc, le système va penser peut-être que c'est tout du chrome ou que du nickel. Et puis, il va prendre l'énergie des deux lumières additionnées ensemble. Okay? Et puis, il va faire une surestimation de la teneur, soit en nickel, soit en chrome. Ça va créer une erreur. Donc, il faut donc faire un réseau qui nous offre le maximum de fentes, entre guillemets, pour une longueur créée sur une distance minimum. Donc, diminuer le plus possible la taille des fentes, la distance, c'est-à-dire entre les fentes, pour écarter le plus possible les longueurs d'onde proches les unes des autres, et aussi pour nous aider à faire en sorte que les franges ne s'embarquent pas l'une sur l'autre, d'amincir le plus possible les franges. Donc, tout ça ensemble, c'est quoi? C'est le concept de résolution. Donc, ici, c'est une autre image là, qui explique moins dans les détails le principe. Donc, vous voyez, dans le spectromètre, on a la source de lumière, S. Donc, ça, imaginez que c'est la lumière qui provient de la fibre optique, donc de la chambre d'étincelage, une lumière totale. Ensuite, on fait passer la lumière. La lumière, elle est naturellement divergente. On la fait passer, premièrement, on va la faire passer dans une fente. Ensuite, on va la faire passer dans un miroir focalisant.
Donc le faisceau va être parallélisé, toutes les lumières vont être parallélisées l'une sur les autres. On va diriger cette lumière-là vers le réseau de diffraction réfléchissant. Vous voyez les fentes qui apparaissent. Donc ça crée une alternance de lumière, d'interférence, de lumière qui réfléchit, de lumière qui ne peut pas réfléchir. Donc ça crée des phénomènes d'interférence, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis, il y a des longueurs d'onde. Donc chaque longueur d'onde va prendre des directions différentes après réflexion. Donc on a ici manifestement deux longueurs d'onde qui sont représentées. On a deux directions là. Et ces longueurs d'onde-là vont se réfléchir sur chacune des facettes. Et après ça, on a un miroir focalisant qui va focaliser chacune des longueurs d'onde en un point précis sur un groupe le spectre, un groupe de détecteurs, de façon à avoir la lumière concentrée. Donc c'est un système optique qui est relativement complexe, mais surtout très précis. Donc le moindre déplacement de l'une des composantes fait en sorte que les longueurs d'onde n'arrivent pas au même endroit, au bon endroit, et la détection est impossible et l'évaluation aussi. Ce que je vous montre ici, c'est la composante qu'on retrouve à l'intérieur du spectromètre. Vous avez complètement à droite, là, sur la partie noire, là, la composante de diffraction d'analyse, qui est le miroir de diffraction, qui est à gauche, c'est-à-dire. Donc la composante à gauche que vous voyez, le circulaire, ça c'est le réseau de diffraction. La lumière arrive par le haut, à droite, se dirige vers le réseau de diffraction, et le réseau de diffraction, lui, il distribue les différentes longueurs d'onde qui vont prendre des chemins différents vers le groupe de détecteurs qu'on voit dans la partie inférieure distribués en arc de cercle. Donc, ce sont des détecteurs CCD qui sont disposés là et chaque groupe de détecteurs est placé de façon à recevoir une certaine gamme de longueurs d'onde. Donc, on a une image un petit peu plus simpliste ici, là. Donc, la source, la fente principale, le réseau concave, et puis qui agit en même temps. Le réseau concave, il joue deux rôles en même temps. Il va paralyser, il accueille la lumière de manière paralysée, et puis il fait la séparation des différentes longueurs d'onde. Il les fait diriger à des angles différents, sur différents. Ici, on les appelle les photomultiplicateurs. Ce sont tout simplement les détecteurs CCD. Ça, on appelle ça le montage de Paschen-Runge. Donc, le montage de Paschen-Runge, c'est ce que vous voyez en haut. Et le cercle de Rowland, c'est ce que vous avez en bas. Donc, ici, mode de fonctionnement, fente primaire, éclairée par le ciel lumineux de l'échantillon étincelage. Donc, on a une petite image ici qui est encore plus représentative. Donc, ça, là, ça constitue un bon résumé là, du principe de fonctionnement. Donc, la lumière émise par l'arc passe à travers une fente principale, se dirige vers le réseau de diffraction. Le réseau de diffraction de réfléchissant, il réfléchit les différentes longueurs d'onde à des endroits différents qui vont tous être dirigés vers des détecteurs placés de telle sorte à recevoir une certaine gamme de longueurs d'onde. Voilà. Donc, réflexion de la source sur un premier miroir, décomposition du spectre par réflexion sur le réseau, isolation des raies choisies par les fentes secondaires et focalisation sur la cathode d'un détecteur CCD. Ensuite, une conversion de l'énergie lumineuse en signal électrique qui lui-même va être converti aussi, on va le voir là, tantôt, là, plus tard en numérique. Voilà. L'image revient deux fois ici. C'est pas grave. Ça, c'est une autre image qui permet de comprendre le principe du réseau un réseau de réflexion concave. Non, je me suis trompé. C'est lorsqu'on utilise un réseau de réfraction droit, mais le réseau ne focalise pas de lui-même le faisceau. Ça prend un miroir concave disposé juste avant. Donc on voit que la lumière totale passe à travers la fente principale en haut à gauche. Ensuite, cette lumière va aller diverger vers un miroir concave qui va paralyser le faisceau de manière à utiliser toute la largeur du réseau de diffraction. Donc c'est ça le but, là.
Le fait de focaliser, de prendre le faisceau, de le rendre parallèle, on lui donne une certaine largeur. Et puis on dirige ça vers il faut vraiment que toutes ces ondes-là soient fortement parallèles. Tout le réseau de diffraction est exploité. Et ensuite, chacune des longueurs d'onde vont prendre des directions différentes. Okay? Chaque coin, chaque petite facette du réseau de diffraction fait son propre travail de séparation des mêmes longueurs d'onde. On le voit ici, là, dans la partie supérieure du réseau, on a trois longueurs d'onde qui sont séparées, le mauve, vert, orange. Puis au centre, c'est la même chose qui se passe, vert, orange et vert. Donc, il va se passer ça en tout point sur le réseau de diffraction. Et ensuite, ça prend un autre miroir focalisant. Donc, toutes les lumières de même longueur d'onde là, entre le réseau et le deuxième miroir sont parallèles. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est le cheminement inverse d'avant le miroir. C'est-à-dire, on avait un miroir qui était ici, qui parallélisait le faisceau, qui prenait le réseau divergent et puis qui le parallélisait. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les longueurs d'onde parallèles avec un miroir et le miroir va focaliser les longueurs d'onde en un endroit bien précis qu'on voit ici. Mettons le mauve, toutes les longueurs d'onde du mauve qui provenaient de chaque endroit sur le réseau de diffraction, on finit par les concentrer tous ensemble au même point pour aller chercher le plus de lumière possible et surtout parce qu'on veut utiliser la longueur d'onde provenant d'un même élément puis de la concentrer au même endroit, là où est placé un détecteur qui, lui, son rôle, ce serait de détecter et de mesurer cette longueur d'onde-là, qui provient d'un élément particulier. Voilà. Donc, ici, là, ce que vous voyez ici, c'est pas le détecteur. En réalité, le détecteur viendrait après. Mais dans le système, il peut y avoir des, euh, des portes qui puissent permettre le passage d'une seule longueur d'onde lorsqu'on a trop de longueurs d'onde ici qui arrivent. Donc, le détecteur, autrement dit, ont une certaine largeur, puis si on a deux longueurs d'onde trop proches, qui feraient en sorte qu'ils arrivent dans le détecteur, on peut fabriquer des portes avec des petites fentes ici, qui vont être placées de telle manière à faire traverser uniquement la longueur d'onde que je veux mesurer, et ne pas faire arriver sur le même détecteur une longueur d'onde qui pourrait provenir d'un autre élément. Donc, ça aussi, ça existe dans le système. Voilà. Donc, réseau de réflexion, cela demande un système optique de focalisation, sauf si le réseau est concave. Donc, quand le réseau est concave, on n'a pas besoin de miroir focalisant. Si le réseau est parfaitement droit, comme on voit ici, ça prend des miroirs. Donc, l'inconvénient est que le réseau a un nombre limité de traits, de sillons. Donc, la conséquence, c'est que la diffraction n'est pas parfaite. Donc, dans la plupart des systèmes, la résolution du constructeur est à peu près 10 fois moins bonne que la résolution théorique. Ça, c'est à cause des limitations sur la construction du réseau de diffraction. Donc, nous, notre nombre de fentes, c'est 3600 traits par millimètre, on l'a vu tantôt. Puis les miroirs aussi ne sont pas parfaits au niveau de leur planéité. Donc, ça crée certains défauts optiques dont on doit essayer de tenir compte dans le système. Donc, mode de fonctionnement, multiplicité et superposition des ordres, dû au fait que les différentes longueurs d'onde ont plusieurs directions d'émergence. Ceci fait en sorte que des ordres plus grands qu'un se superposent. Donc, j'avais déjà expliqué que les phénomènes d'interférence, ils ont lieu pour une différence de marche, ça c'est l'ordre 1. Donc, lorsqu'il y a une différence de exactement un cycle entre deux longueurs d'onde, mais elles vont se reproduire. Donc, plusieurs fois dans des directions différentes. Il peut arriver dans le système que la longueur d'onde de deux longueurs d'onde s'interfèrent parce qu'il y a l'ordre 2 d'une longueur d'onde qui va arriver à peu près à même endroit que l'ordre 1 d'une autre longueur d'onde. Donc, ça peut arriver, mais de manière générale, les spectromètres, on travaille dans l'ordre 1 parce que, de manière générale, pas tout le temps, mais de manière générale, on veut aller chercher de la lumière. L'ordre 1 est plus, l'énergie est plus répartie sur l'ordre 1, à cause du phénomène de diffraction que je vous ai expliqué il y a 2 jours. Il y a 2 capsules. Donc, on travaille généralement dans l'ordre 1 pour aller chercher le maximum de lumière. Mais s'il y a des longueurs d'onde qui interfèrent, on va se débarrasser des autres ordres avec des filtres interstitiels.
Donc, on va pouvoir filtrer certaines longueurs d'onde pour les empêcher d'arriver au détecteur. Donc, des fils placés entre le réseau de diffraction et le détecteur. Donc, ça aussi, on peut faire ça. Donc, ici, l'image que je vous montre, là, j'aurais peut-être pu la... Je la trouve un petit peu trop petite. Je vais la profiter pour l'agrandir un petit peu. Permettez-moi de faire une petite correction de mon image ici. Donc, qu'est-ce que ça montre, cette image-là? Donc, ce que vous voyez ici, c'est deux pics de deux longueurs d'onde très proches, l'une de l'autre. Donc, je sais que sur l'animation, là, on a pris la couleur turquoise. Là, imaginez que c'est deux couleurs différentes, légèrement différentes. Pourquoi? Parce que elles vont arriver sur un écran, par exemple, de manière très rapprochée. Donc, elles sont très, très semblables, de sorte que elles vont prendre des directions euh, qui sont différentes, mais très proches. Donc, sur un écran ou sur un détecteur, on fait face à la situation que vous voyez. Donc, on voit que, premièrement, les franges lumineuses, là, selon le nombre de traits par millimètre du réseau de diffraction, la distance entre les fentes, ça va donner une largeur de fente donnée que vous voyez ici. Mais il peut arriver que des longueurs d'onde soient tellement proches qu'elles vont s'embarquer l'une sur l'autre sur une certaine largeur. Donc on le voit ici, là, deux franges qui s'embarquent l'une sur l'autre. Donc ça, c'est le concept de résolution. Donc en théorie, dans, dans la théorie, en théorie au niveau des ondes, le pouvoir de résolution, c'est quoi? C'est qu'on est capable de distinguer, un système est capable de distinguer qu'il fait affaire à deux pics différents lorsque, et là vous voyez, si on regarde le pic de gauche, puis on le suit à partir de son sommet, puis là on s'en va voir ce qui se passe vers la droite. Donc son intensité descend progressivement avec la longueur d'onde qui augmente un petit peu, et puis là elle finit par atteindre 0. Okay. Et le deuxième pic, son sommet, vous voyez avec la ligne pointillée, il correspond à l'endroit où on atteint le 0 pour le pic de gauche. Quand j'ai cette situation-là, okay, je suis à la limite de détection théorique. Donc, je suis, autrement dit, à la limite de la résolution. Je suis capable de distinguer qu'il y a deux pics différents. Mais aussitôt que si on approche le pic de gauche un petit peu plus encore vers la droite, là, on ne distingue plus qu'il y a deux pics, on va avoir qu'un pic. Donc, on va penser qu'on n'a qu'une seule longueur d'onde qui arrive. Donc, ce critère-là, ça s'appelle le critère de Rayleigh. Donc, il permet de distinguer, pour être capable de distinguer deux pics, il faut que le sommet d'un s'accorde avec le minimum du pic voisin. Donc, bien entendu, si on l'éloigne les pics l'un de l'autre, on va distinguer d'autant plus les deux pics. Mais que si je les approche, je suis capable de les distinguer encore jusqu'à temps que le sommet de un pic atteint la position où le pic est à son minimum, l'autre pic est à son minimum. Si je les rapproche davantage, je ne distingue plus, je ne vois qu'un pic. Voilà. Donc ça, c'est en rapport avec la résolution optique du système. Donc si la luminosité à une longueur d'onde donnée dépasse la taille du pixel, la résolution se dégrade. Donc la largeur du pic là, dans un système, c'est extrêmement important. Si le pic est trop large, ok, ben, le pic va arriver sur deux pixels, sur deux rangées de pixels du détecteur en même temps. Donc ça va dégrader la résolution de l'analyse. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le détecteur est constitué de matrices de silicium et le détecteur est divisé en rangées de pixels.
Et chaque rangée de pixels est raccordée à un système de comptage d'électrons. Donc, il faut faire en sorte qu'un pic arrive sur un minimum de rangées de pixels. Parce que sinon, si un pic est trop large, il va donc exciter plusieurs rangées de pixels et donc ça va multiplier le nombre d'électrons qui va être chargé et on risque de saturer le signal et on risque aussi de laisser penser au système que il y a plus qu'une longueur d'onde qui arrive au même à des endroits très proches. Donc tout ça ensemble, c'est le concept de résolution optique. Donc la plage de longueur d'onde contenue dans un pixel. Donc le nombre de pixels est limité. Chaque pixel va correspondre à une plage de longueur d'onde. Donc il faut vraiment voir ça comme des... L'image que j'ai, c'est un stade, un terrain de baseball. Donc le marbre étant le réseau de diffraction. Et vous avez toute la série de détecteurs. Mettons, vous avez le champ gauche, le champ centre et le champ droite. Il y a 3 détecteurs. Et puis pour chaque détecteur, ben, la clôture qui est construite avec des planches de bois. Donc des planches de bois, mettons, de 4 pouces de large, qui sont assemblées l'une à côté de l'autre pour former la clôture du champ gauche. Donc le champ gauche, ce serait le détecteur. Et puis les petites planches, ce sont des rangées de pixels. Donc chaque planche est une rangée de pixels. Donc si vous avez une longueur d'onde qui est tellement large qu'elle arrive sur 3 planches en même temps, ben là le système il manque de résolution. Ce qui va faire en sorte que il y a une planche qui elle est placée de telle sorte à recevoir une autre longueur d'onde d'un autre élément. Donc si elle est excitée par une autre longueur d'onde qui provient d'un autre élément, ça va créer une erreur d'interprétation et de mesure due à un manque de résolution optique. Donc il faut faire en sorte que les franges lumineuses soient les plus minces possibles, de manière à arriver sur une planche, sur une rangée de pixels, de façon à ne pas exciter les autres rangées de pixels qui sont, elles, disposées de manière à recevoir d'autres longueurs d'onde. Donc je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais c'est la meilleure image que je peux trouver pour essayer de comprendre le principe de résolution. Donc la limite de résolution, elle est dépendante du nombre de sillons sur le réseau. Donc plus le nombre de sillons est faible, ou plus ils sont loin, moins la résolution est forte. Elle est dépendante de la taille de la fente d'entrée. Donc la diffraction, on sait que la, la, la diffraction est dépendante de la taille de la largeur de la fente. Je vais regarder, voir au moment quel temps que j'ai utilisé pour la capsule. Ok, il me reste encore du temps, c'est parfait. Donc, plus la fente est petite d'entrée, la fente principale d'entrée, donc la lumière qui provient de la chambre d'étincelage, on la fait diffracter, plus elle est petite, meilleur va être le pouvoir de résolution parce que dès le départ, l'angle d'ouverture de la lumière totale est plus élevé. Ça va donc permettre de répartir la lumière sur une plus grande surface du réseau de diffraction et à la sortie, les longueurs d'onde vont avoir donc plus de chances de se séparer les unes des autres. Mais il y a un compromis à ça, c'est que plus la fente est petite, moins il y a de lumière qui rentre. Donc il y a un compromis à faire entre limite de détection et limite de résolution. La limite de résolution, c'est être capable de distancier le plus possible les franges lumineuses les unes des autres. Mais pour nous aider à faire ça, il faut que la fente principale soit la plus petite possible. Mais si la frange, c'est-à-dire la fente principale d'entrée, si la fente principale d'entrée est trop petite, oui, les longueurs d'onde vont être très séparées, mais l'intensité lumineuse va être faible, ce qui va faire en sorte d'avoir de la misère à faire fonctionner le détecteur. Les détecteurs ont besoin d'un minimum de lumière pour détecter quelque chose. Donc ça, c'est la limite de détection. Donc, plus la fente est fine, plus la résolution est fine. Oui. Longueur de la focale d'entrée. Donc, la focale d'entrée, c'est plus c'est long, meilleure est la résolution. La focale d'entrée, c'est la distance qui sépare la fente principale du réseau de diffraction.
Donc ça aussi, ça joue sur la résolution. Et la focale de sortie, donc la focale de sortie, c'est la distance qui sépare les détecteurs du réseau de diffraction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, il faut faire en sorte que la lumière, les différentes longueurs d'onde qui sortent du réseau de diffraction et puis qui là, ils prennent toutes des directions différentes. Mais il faut comprendre que plus on les laisse parcourir du chemin avant le détecteur, plus ils ont de chances d'arriver suffisamment séparés sur le groupe de détecteurs. Donc ça, c'est une autre stratégie. Euh, les anciens spectromètres, conçus dans les années 40, 50, 60, étaient très très gros. Ils pouvaient occuper des locales entiers. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la technologie ne permettait pas de construire des réseaux de diffraction avec autant de traits par millimètre qu'aujourd'hui. Donc, pour compenser, pour aller chercher la résolution, puisqu'on n'était pas capable d'écarter les longueurs d'onde de manière aussi importante qu'on est capable de faire aujourd'hui, ben, on laissait la lumière parcourir plus de distance et les différentes longueurs d'onde proches avaient le temps de se séparer avant d'arriver au détecteur. Mais donc, ça impliquait donc des spectromètres de construction beaucoup plus volumineux. Vous avez remarqué, nos spectromètres, à nous, sont assez petits. Hmm? Une boîte à peu près, là, elle fait à peu près là, à peine 2 pieds de profondeur par 2 pieds de largeur. Donc, qu'est-ce qui a permis des tailles aussi petites de spectromètres? C'est le développement de réseaux de diffraction avec un miroir, avec beaucoup de traits, disons, par millimètre. Donc, on n'a plus besoin de laisser parcourir une grande distance des ondes interférées. On les écarte de manière très, très efficace. Donc, ils demeurent, au bout d'un parcours d'à peu près quelques décimètres, on arrive à écarter suffisamment les longueurs d'onde. Plus besoin de leur laisser parcourir beaucoup de distance et donc de fabriquer des très gros spectromètres. L'angle d'incidence. Plus l'angle d'incidence est grand, ça c'est l'angle d'incidence de la lumière totale sur le réseau de diffraction. Et plus la lumière d'incidence par rapport à la normale du réseau est important, plus les angles, plus la répartition ou l'ouverture des différentes longueurs d'onde les unes par rapport aux autres va être grand. Donc ça va aussi aider à la résolution. Maintenant, je vais parler un petit peu plus spécifiquement des détecteurs. Détecteurs CCD. Euh, ce sont les détecteurs. Ça a remplacé un autre système qui avait été utilisé jusqu'à des années 70, qui était les tubes photomultiplicateurs. Donc, maintenant, on utilise les CCD, qui sont beaucoup plus performants. Plus petits aussi, surtout, plus compacts. Donc, les CCD, ça fait quoi? Ben, c'est comme des panneaux solaires. Ça agit comme des accumulateurs de charge électrique, donc des électrons, lors de la réception de la lumière. Donc, j'avais montré dans une capsule précédente, lorsqu'on dirige des photons, on bombarde en photons des atomes. Alors, ici, ce sont des atomes de silicium. Ces détecteurs sont fabriqués en matrice de silicium. Ben, les photons bombardent les électrons de l'atome de silicium et ça crée des sauts d'énergie. Finalement, ça fait en sorte que des électrons puissent quitter l'atome, donc bombardé par les photons, et donc on a un électron qui peut servir finalement, qui est attiré par une anode, et on peut mesurer un courant électrique. Donc, c'est le principe même d'un panneau solaire aussi, là. On bombarde des photons, par des photons, des électrons de la matrice, et puis là, ben, les électrons quittent les atomes, et ça crée un courant électrique. Donc, c'est ce qu'on fait ici au niveau des détecteurs. Plusieurs colonnes de pixels photosensibles sont disposées, donc les fameuses planches utilisées là, une à côté de l'autre pour former une clôture d'un terrain de baseball. Donc les colonnes de pixels sont disposées sur une barrette de façon à recevoir une longueur d'onde précise, ou autrement dit, une partie de la signature du spectre. Donc les photons arrivant sur le groupement de pixels font en sorte que ces derniers se chargent en électricité, dû à l'effet photoélectrique que je vous ai déjà montré. Il y a donc une accumulation d'électrons dans les pixels.
La grandeur de l'accumulation est directement proportionnelle à la quantité de la lumière reçue. Il y a une faute à proportionnelle, là. Voilà. Bon. Donc, plus il y a de photons qui arrivent, plus il y a d'électrons qui se font bombarder. Donc, c'est soit un courant électrique, c'est une quantité d'électrons. Lorsque l'émission de lumière est terminée, les pixels déchargent les électrons accumulés sous forme de courant électrique. Donc, à se demander où est-ce qu'ils vont les électrons après ça, ben, on les accumule. Donc, les électrons qui quittent les atomes sont dirigés ailleurs, vers un condensateur qui est disposé à côté. Donc, on les accumule là. Et ensuite, quand le condensateur, au bout d'une certaine fraction de seconde, le condensateur décharge les électrons vers la matrice métallique et entre les deux, il y a un compteur électrons, un ampèremètre, qui compte le nombre d'électrons qui a été chargé. Et plus la lumière a été intense, ben, plus il y a d'électrons qui ont été chargés dans le condensateur. Et donc, l'ampèremètre va donc mesurer une densité de courant d'autant plus élevée, qui va correspondre finalement directement à la quantité d'éléments dans l'échantillon. Donc, l'intensité du courant électrique émis est donc proportionnelle à la concentration de l'élément analysé. Le temps d'emmagasinage des électrons est un paramètre ajustable par l'utilisateur. Donc, on peut ajuster, je vous montrerai ça en temps et lieu, là, mais on peut jouer sur la capacité, le nombre d'électrons pour une intensité de lumière donnée qui va être chargeable au condensateur. Donc, la saturation des pixels, là, ça s'évalue à peu près autour de 500 000 électrons à peu près. C'est pas beaucoup, là. Ce sont de petites matrices, là. Le nombre d'électrons va être quantifié. Ensuite, aussitôt que l'ampèremètre nous donne un courant électrique, on a un signal dit analogique. Donc, vraiment, là, l'intensité de courant lue par l'ampèremètre, c'est analogique, ça. Ben, il est converti, ce signal-là, par un convertisseur analogique numérique. Donc, là, après ça, on parle de limite de détection, mais ça, je vais réserver ça à plus tard. Donc, tout ce que je vais terminer la capsule en vous montrant une dernière petite animation interactive. Conversion analogique numérique. Donc, ce que vous voyez ici, en rouge, la courbe, c'est un signal analogique. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une variation de courant en fonction du temps. C'est un peu comme ça que va travailler le convertisseur analogique numérique, là. Donc, l'ampèremètre nous donne, pour plusieurs temps différents, à chaque temps, l'intensité du courant. Le convertisseur, ce qu'il fait, c'est que lui, il lit le courant, il va quantifier. OK? Donc, exemple. Mettons que le courant, à un moment donné, il est à 3, ben c'est le courant ou la tension, là. La tension est à 3,46 volts. Ben, il va accorder à 3,46 volts un chiffre binaire. Donc, 0, 1, 1 par exemple. Donc, je ne sais pas si vous avez des notions en informatique, là, mais on marche encore sur le système binaire. Donc, des séries de 0 et de 1. Donc, il va attribuer à la valeur de 3,45 volts une valeur numérique. Donc, par exemple, 2,14 volts. Donc, autrement dit, 2,14 volts, c'est la limite. Donc, tous les signaux, toutes les tensions qui sont entre 0, ben, entre 2,14 volts et là, je vais aller lire l'autre étage, 3,57 volts. Donc, il va accorder la même valeur. Donc, vous voyez ici, là, la valeur analogique, elle change, mais pas la valeur numérique. Toujours 2,14 volts. Donc, il fait une incrémentation, autrement dit. Il quantifie la valeur de la tension. Donc, ici, entre 2,6 volts et à peu près 3,57, il va attribuer une seule et même valeur. Donc, il va quantifier.
et il va attribuer ensuite une valeur binaire. Mais si le courant augmente, ah, ce qu'ici, ouf. Donc si le courant augmente, détecté, mettons la lumière devient plus intense, il y a plus d'échantillons dans l'élément, ouf, 4,38 volts par exemple, mais là, oh, il accorde 3,57 volts, puis il fait un transfert numérique, ça va être le chiffre binaire, ça va être 1,01. Le signal numérique va être différent. Donc il vient de quantifier ici. Donc plusieurs étages. Comme ça. Donc c'est une quantification, autrement dit. Il transforme le signal continu en signal en escalier. C'est ça un convertisseur analogique numérique. Et on peut changer les paramètres. Quantification 4 bits, par exemple, ou 5 bits. Donc 5 codes différents qu'on vient de générer ici. À 5 bits, donc, vous voyez, il y a 5 chiffres dans le système binaire. Donc, les combinaisons sont plus grandes. Ça augmente la sensibilité un petit peu du système. Vous voyez ici, là, on peut accorder plus de valeurs numériques en fonction du signal. Puis on peut jouer aussi pour aller chercher plus de précision, sur la fréquence de conversion. Donc, vous voyez, là, on fait plus d'escaliers, donc on crée plus de valeurs différentes binaires en fonction de l'intensité du courant. Donc c'est ce que fait le convertisseur analogique numérique. Voilà. Donc autrement dit, il transforme un courant en ampérage en bits informatiques. Tout simplement. En octets. Donc un signal informatique, c'est, dans le fond, c'est quoi? 1, c'est le courant passe. 0, le courant passe pas. Donc, mettons, sur une seconde, un octet, c'est quoi en informatique, là? C'est, mettons, sur une période de temps, divisé en 8. Mettons, le signal, mettons, un octet, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sur un temps donné, on divise le temps en 8 morceaux égales. Dans le premier, un huitième, le courant passe. Puis dans les 7 autres huitièmes, le courant passe pas. Ça correspond à une information, un bit informatique. Pas un bit, mais ça correspond à... On peut la faire correspondre à une information concrète en informatique. Donc, ça pourrait être une couleur, par exemple. Donc, sur votre écran d'ordinateur, qu'est-ce qui distingue les différentes teintes de couleurs, là? Ben, c'est ça. C'est que pour sur l'écran, mettons, si c'est 1-0, si le courant passe pendant un huitième de temps, puis il passe pas pendant 7 autres huitièmes de temps, on lui accorde la couleur rouge, ça va faire un pixel rouge sur votre écran d'ordinateur. Si sur le pixel de votre écran, c'est le courant, il passe pas pendant la première huitième, il passe pendant il passe pendant le deuxième et troisième, huitième, puis il passe pas après ça. Ça correspond peut-être au bleu sur l'écran. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'expliquer. Là. Je sais que votre génération, à vous, là, de manière générale, là, moi, je suis de la vieille génération. J'ai 50 ans. Euh, j'ai eu des cours d'informatique dans les années 83-84, quand j'étais en seconde 2 et 3. C'était pas du tout la même informatique qu'aujourd'hui. On faisait de la programmation, puis on apprenait en détail comment ce genre de choses-là, pour être capable de programmer en Fortran, en C2+, toutes sortes de méthodes de programmation. On utilisait des outils mathématiques pour faire des programmes. Moi, l'informatique, pour moi, c'est de faire des programmes. Là, aujourd'hui, ça a bien changé. Là. Votre génération, vos premiers contacts avec l'informatique, vous n'avez rien conçu. Là. Vous utilisiez quelque chose qui était déjà entièrement construit, entièrement programmé. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant pour vous de vous donner une idée, là. À moins que vous ayez eu des cours d'informatique avancés, vous savez étudier là-dedans, ça c'est différent, mais de manière générale, ce n'est plus devenu de la culture générale, là, comme ça l'était avant. Le programmer, c'était un peu comme suivre des cours de français avant. Là. Tout le monde faisait ça, c'est de la culture générale. Et ça a disparu complètement là, avec
l'arrivée des téléphones intelligents, là, on est vraiment devenu à une époque end-user qu'on appelle. C'est-à-dire que là, on peut plus, la programmation ne nous intéresse plus en tant que personne normale. C'est uniquement utiliser quelque chose. C'est tout déjà programmé d'avance. Fait qu'on a qu'à peser sur des boutons puis ça marche tout seul. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, l'informatique. Là. Il n'y avait rien de fait avant. Là. Fait que l'informatique, c'était une branche des mathématiques avant. C'était de construire, programmer, utiliser des fonctions mathématiques compliquées, faire des programmes. On appelait ça des programmes spaghetti, avec des codes de programmation puis tout ça. C'était ça de l'informatique à l'époque. C'était ça la technologie. Donc aujourd'hui, la technologie, c'est quoi? On utilise le mot technologie maintenant pour tout simplement pour utiliser l'Internet ou utiliser un téléphone. Donc, on a grandement facilité les choses aujourd'hui aux utilisateurs. Donc, je vais terminer la capsule ici. Je ne veux pas avancer trop vite parce que dans la session, il n'y a pas tant de matière que ça. Euh, c'est un cours, ça ne demeure un cours qui est de base. Là. Je ne vais pas aller trop loin aussi dans certains aspects. Fait que je vais terminer la première capsule de cette semaine ici, puis je poursuivrai dans la deuxième capsule. Voilà.